Et bonjour à tous, c'est Hachoum, bienvenue dans ce 29e épisode d'Empire pas ton puzzle. Avant de commencer, un petit rappel, le 2 mai 2020, un rassemblement de joueurs Empire and Puzzle en région lyonnaise. Je vous rappelle, j'ai fait une petite vidéo dessus, c'est à l'initiative de PokerAF, j'espère que vous le connaissez tous. Si vous ne le connaissez pas, allez le découvrir sur YouTube, c'est quelqu'un qui partage beaucoup d'informations sur le jeu, qui n'hésite pas d'ailleurs à alimenter aussi les autres, hein. J'ai déjà utilisé des images qui venaient de PokerAF. Et vraiment, au passage, merci beaucoup à toi, PokerAF, pour ce que tu fais pour la commune. Donc voilà, rassemblement le 2 mai. Moi j'y serai, j'espère que vous y serez nombreux, le plus nombreux possible. Les détails dans la vidéo que j'ai fait il y a quelques semaines. Voilà, alors dans cet épisode, on va aborder le sujet de la guerre, encore une fois, mais cette fois d'un point de vue plus collectif. Donc, dans mes vidéos précédentes, j'ai déjà montré un petit peu ma manière de faire les frappes de guerre, comment, d'un point de vue individuel, essayer de rentabiliser ses frappes. Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 principaux tips. Donc, c'est des informations que moi je considère comme étant importantes de mon expérience des plusieurs teams que j'ai pu faire, des différentes teams que j'ai pu faire, pardon. Donc voilà, j'en ai dégagé 7 principaux tips que je vais vous présenter. Donc, le premier tips, c'est de définir sa stratégie de défense. Donc en tant qu'équipe, il faut que vous arriviez à partager vos decks. C'est-à-dire que ça se fait beaucoup sur Line, et Line est très bien fait pour ça, puisqu'on peut on peut créer des albums, faire des choses qui restent en fait, qu'on n'a pas obligé de remonter tout un fil de conversation pour pour revoir ce que les autres ont mis. Donc le but de partager son deck, c'est de voir dans quelle couleur, par exemple, l'équipe va être la plus efficace en défense, donc principalement au niveau du tank. Donc voilà, la démarche pour moi c'est ça, c'est d'abord on regarde la team, on regarde les decks, et on se dit, ok, si on choisit telle couleur de tank, qu'est-ce qu'on a comme tank? Et qu'est-ce qu'on a comme bon tank? Qu'est-ce qu'on a comme mauvais tank? Et là, il faut faire en fait un petit tableau, hein, les trucs bien, les trucs pas bien. Donc par exemple, je prends la couleur rouge. Dans la couleur rouge, je vais avoir, je sais pas, 7 Gravemaker, 3 Ares. euh, donc ça va être dans la colonne super bien. Et dans la colonne moins bien, je vais avoir deux, je sais pas, deux Scarlet et, euh, et trois, je sais pas, trois Gormek, où c'est pas tip top quoi. Voilà, ça peut être le genre de choses qu'on peut faire en tant que team. Donc c'est important au niveau de la couleur du tank. Je pense que à partir du moment où vous atteignez un certain niveau avec votre équipe, ça peut être important de mettre une couleur de tank commune. Alors là, je parle pour les équipes qui commencent à avoir un petit peu de deck. Même en 4 étoiles, on peut dessiner un tank, par exemple, en vert, il y a Kashrek qui est un très bon tank. Donc si vous avez beaucoup de Kashrek dans votre team, ben, mettez-vous tous en tank vert. Ça fera certes pour certains qui vont devoir mettre des Mélandor et Canon par exemple, ça va faire des attaques faciles pour l'adversaire, mais les attaques faciles sont vraiment compensées par l'effet de masse qui va épuiser en fait les ressources rouges de vos adversaires. Donc voilà. Au-delà du tank, vous pouvez même définir des stratégies de défense un petit peu plus complexes. C'est ce que nos adversaires ont fait, ce que nous aussi on fait. Là, par exemple, eux, ils ont l'enchaînement de couleurs vert, rouge, violet, jaune, bleu. Je crois qu'on a le même. Ouais, on a le même. Pourquoi cet enchaînement-là? Euh, pour pas mal de raisons. Euh, Violet parce que Ursena et parce que Kunshen en tank. Rouge en flank parce que Gravemaker. Euh, Vert, en plus l'enchaînement rouge-vert est assez bon, puisqu'il fait que quand on utilise par exemple du bleu pour attaquer le flank, on va se retrouver en faible sur l'arrière. Et du coup, l'arrière, c'est vert. Pourquoi? Parce que Alberish, parce que Mère Noël. Et on voit, hein, en face, c'est pareil, hein, le vert, il y a des Alberish, des Mère Noël. Et du coup, bah, nécessairement, le jaune, on le met à côté du violet, et le bleu en coin. Il y a beaucoup de cogneurs rapides bleus,
Donc voilà, on se retrouve avec des manies en coin, mais honnêtement, c'est pas une grosse perte en fait. Il faut vraiment voir la défense d'une équipe d'un point de vue global, pas d'un point de vue personnel. Des fois, vous devrez sacrifier un petit peu votre propre défense. Enfin, c'est mon cas par exemple, hein. Moi clairement, pour l'instant, mettre Sartana en tank, pour moi, c'est pas vraiment optimal. Après, pour moi, il faut dire que c'est pas vraiment optimal tout court, la défense. Donc voilà, c'est un sacrifice que je fais vraiment volontiers parce que je sais que derrière, ça permet vraiment d'augmenter la capacité défensive globale de la team. Alors, je vais vous montrer au passage une petite photo là. Pardon, c'est pas ça. Ça, c'était une équipe qu'on a rencontrée il n'y a pas très longtemps, à la dernière guerre en fait, tout simplement. Et vous avez vu que eux, ils font ça différemment. Eux, ils ont mis 3 violets dans leurs équipes, un flanc rouge et un arrière, alors soit un arrière bleu, bon, il y a un vert à gauche là, mais c'est une exception, hein, soit un arrière bleu, soit un autre arrière violet. Donc le but en fait, c'est quoi? C'est de dire, ok, vous allez faire une attaque forte en jaune. En plus de ça, on a des Ursena, donc même si vous attaquez, même si attaquez en full jaune, si vous n'avez pas le puzzle au début, Ursena va vous défoncer. En plus de ça, il y a pas mal de Kunshen en tank. Le flanc rouge, pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de faiseurs de tombe dans leur défense, et que faiseur de tombe, c'est un sacré délire en flanc. Donc là, c'est vraiment dans le but d'utiliser un héros à son plein potentiel. Et autre remarque, c'est que ils peuvent se permettre aussi de faire ça parce qu'ils avaient tous des troupes 4 étoiles. Donc là, en fait, toutes leurs troupes étaient minimum niveau 10, 4 étoiles. Sachant que souvent, leur troupe principale qu'ils mettaient sur leur tank était aux alentours du niveau 20. Donc là, ce qu'ils ont analysé en face, c'est ils ont analysé leur deck. Ok, nous, on est très très fort en violet, on a envie d'utiliser cette couleur. En plus de ça, il y a Ursena qui permet de tanker et de couper la couleur opposée. Il y a Kunshen qui est un des meilleurs tanks du moment. Euh, on a beaucoup de Gravemaker, on sait que Gravemaker c'est un excellent héros. Enfin, si vous n'avez pas compris que j'adore Gravemaker en défense, c'est que vous n'avez pas regardé beaucoup de mes vidéos, mais c'est vraiment Gravemaker, c'est génial. Donc on se dit, quelle est la position privilégiée de Gravemaker? C'est de faiseur de tombe, pardon, j'ai tendance à dire le nom anglais. Euh, c'est le flank. Donc on met du violet, du flank, ce qui fait que nous, on a du mal à passer notre mono, on a du mal à passer notre mono violet. Notre mono jaune, on le passe normalement facilement, mais si on n'a pas un puzzle immédiat, on peut se faire sanctionner par les Ursena, donc il faut faire attention à ça. Il y a pas mal, d'ailleurs, mon mono jaune n'est pas du tout passé. J'ai pas eu de puzzle et je me suis fait dégommer. Euh, Ensuite, pourquoi il y en a certains qui se permettent de mettre un bleu à l'arrière? C'est simplement parce qu'ils ne sont pas 3 troupes 4 étoiles assez montées dans les autres couleurs, enfin en violet. Donc voilà, mais pourquoi bleu? Parce qu'on a mis faiseur de tombe. On a mis faiseur de tombe, donc ça veut dire faiseur de tombe fait des dégâts supplémentaires au vert. Ça veut dire que même le mono vert, on n'a pas trop envie d'y aller en fait. Le mono vert est quand même dangereux. Donc voilà, donc en fait, le mono violet est dur, le mono jaune est pas garanti, le mono vert est compliqué, reste le mono rouge, qui en général doit passer plutôt bien, et le mono bleu, qui est pareil, devrait passer, mais bon, pareil, avec du Kunshen et de la Ursena, en fait, c'est très très punitif comme tank. Donc même ces monos-là ont du mal à passer. Alors, je parle de mono parce que à plus haut niveau, vraiment une grande majorité des gens euh, jouent en monochrome. Alors mono ou 3-2, mais bon, ça marche à peu près pareil en fait. Parce que dans le 3 de votre 3-2, si vous. Enfin, tout ce que je viens de dire est vrai en fait, si vous remplacez mono par 3-2 avec 3 dans la couleur que j'ai dit. Voilà, donc ça c'était juste le premier point, hein, c'est pour vous dire à quel point la vidéo va durer longtemps. Non, pas du tout. Pour moi, en fait, c'est le point le plus important. C'est vraiment définir la stratégie de défense, c'est important. Ah oui, petite note pour les bas niveaux. Si vous constatez que
dans votre équipe, c'est un peu la foire, ça va un petit peu dans toutes les directions, il y a un peu des tanks de n'importe quelle couleur, etc. Qu'il y a beaucoup de gens qui ont peu de choix, peu d'options en défense, opter pour simplement chacun met sa meilleure défense. Pour commencer, je pense que c'est la meilleure stratégie, surtout quand on est encore sur des défenses avec des 3 étoiles. On n'a pas envie de se retrouver avec un 3 étoiles en tank contre potentiellement des 4 étoiles. Donc voilà, pensez à ça. Faut pas non plus. C'est ok que quelques-uns se pénalisent pour le bien commun, mais si tout le monde doit enfin, si après tout le monde se pénalise, ça n'a plus aucun sens. Voilà. Ensuite, deuxième tips, c'est se fixer un ou plusieurs créneaux d'attaque commune. Alors ça, c'est encore plus important dans les équipes où le niveau est très hétérogène. Pourquoi? Parce que les gros vont vouloir attaquer les gros, les faibles vont avoir des petites attaques, vont pas forcément être capables d'attaquer des gros. Donc le but, c'est de rentabiliser les attaques de tout le monde. Donc c'est bien quand il y a des créneaux d'attaque communes. Euh, Ça permet aux gros d'aller faire une ouverture et aux petits de ramasser un petit peu derrière. Donc voilà, faut pas, faut pas avoir, enfin, d'un point de vue individuel, ça je l'ai déjà dit dans mes vidéos, faut pas se soucier du score qu'on va faire. Donc c'est bien si vous avez la capacité de faire 6 one shot, c'est très bien pour vous, mais, euh, mais c'est pas forcément le but premier. Si vous pouvez par exemple choisir entre faire 6 one shot sur des cibles qui sont pas les meilleures défenses en face et faire 3 one shot et 3 ouvertures sur les plus gros d'en face, sachant que si vous êtes un des seuls à pouvoir le faire, enfin, faut vraiment y aller. La deuxième solution est forcément meilleure en fait. Faut forcément à un moment s'attaquer au gros. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est important de fixer des horaires de frappe commune. Donc essayez de regarder. Alors le mieux c'est on verra pourquoi, mais c'est que ce soit pas immédiatement au début de la guerre les horaires de frappe commune, mais plutôt environ 8 heures après. Et, euh, Et alors ça peut être un, ça peut être deux créneaux, ça dépend aussi si c'est la guerre du mercredi, la guerre du jeudi. Par exemple, le mercredi, ce qui est bien, c'est que en une soirée, on peut avoir 6 frappes. Donc ça peut être intéressant de fixer un créneau en fait enfin à peu près qui correspond à peu près à la période où on récupère nos frappes en fait. Donc comme ça peut permettre de commencer, de faire un premier respawn. Donc je vais beaucoup utiliser cette expression, faire un respawn. Ce que j'appelle faire un respawn, c'est quand ou clear le board aussi, c'est une expression que j'utilise. C'est quand, bah, là, ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire qu'on essaie de, une fois pour toutes, tous les tuer d'un coup, comme ça ils réapparaissent, et puis on refait ça plusieurs fois d'affilée. Ça permet de maximiser le nombre de points qu'on peut faire en le moins de temps. Donc voilà, et c'est à ça que servent les créneaux de frappe commune, ça sert à clear le board le plus rapidement possible, mais le plus efficacement possible aussi, puisque voilà, là par exemple, voilà, il y a des petites finitions à faire, ben c'est intéressant que les gens soient à peu près connectés en même temps. Voilà, voilà. Tips suivant, donc le tip numéro 3, c'est de gérer les indisponibilités en maximisant les points. Donc c'est pour ça que je parle de faire le respawn des plus faibles 8 heures avant les créneaux d'attaque communes. Enfin, c'est pour ça que je parlais de 8 heures, c'est parce que on peut faire respawn. Alors, le mieux c'est d'être sûr qu'on fait respawn, donc on va attaquer ce qu'on appelle des cibles prioritaires, des cibles un peu plus faibles que la moyenne des défenses en face. 8 heures avant le créneau d'attaque commune. Pourquoi 8 heures? Parce que 8 heures, c'est à peu près le temps qu'il faut pour respawn. Ouais, c'est peut-être moins en fait, hein. Non, non, c'est moins. Non, le premier respawn, ça doit être 6 heures peut-être. Euh, Attendez, ça me machin. Parce que je sais que Nibelus a été tapé il n'y a pas trop longtemps. Ouais, non, du coup, c'est pas 8 heures, ça peut être 5 heures, 5 heures et demie. Parce qu'en fait, les ennemis, nos ennemis en sont au deuxième respawn. C'est pour ça qu'on a des temps de respawn plus longs. Plus on tape, enfin,
plus on fait respawn quelqu'un, plus il a un temps de respawn important. Et bon, ça peut être intéressant, par exemple, vous voyez qu'en face, bon, il y a des défenses, il y a une défense qui est un peu plus faible que les autres. Vous la tapez, donc par exemple, quelqu'un qui peut pas être là pendant le créneau de frappe commune, vous lui dites, bah toi, si tu veux, tu peux taper à midi. Je parle par exemple pour la guerre du mercredi. Toi, tu peux taper à midi, donc 1 heure après le début de la guerre. Euh, Comme ça, nous, on se retrouve après à 18 h le soir. La personne que tu auras tapée, elle aura respawn. On pourra quand même effectuer un clear total du board. Donc voilà, ça reste quelque chose de faisable, d'intéressant d'un point de vue stratégique. Ça permet de gratter des points faciles, en fait, tout simplement. Donc voilà. Donc ça, c'est voilà. Le type numéro 3, c'est de faire respawn les plus faibles quelques heures avant les créneaux d'attaque commune. Là, pour les frappes du week-end, par exemple, on peut faire un premier respawn, ensuite taper des cibles prioritaires, et puis comme ça, elles auront respawn demain matin pour la fin de la guerre. Voilà, j'espère que c'est assez clair. C'est un peu laborieux, mais bon, on fait comme on peut, hein. Le quatrième type, c'est pour, voilà, là on a parlé des indisponibilités. Euh, S'il y a des gens qui sont en mode, bon bah non, non, je suis désolé, je peux vraiment pas être là, cette guerre, ça va être tendu, machin. La règle simple, c'est bah, si t'es pas dispo, tu décoches la guerre, hein. Il y a un petit bouton très facile à atteindre. Je sais même plus où il est parce que je crois que je l'ai quasiment jamais utilisé, mais je crois qu'il suffit. euh, Ah oui, ça y est, je sais où c'est. Ici, là, le petit bouton. Voilà. Ce petit bouton participer aux guerres, vous pouvez le décocher. Ça permet en fait de faire en sorte que le matchmaking, donc enfin, ce que j'appelle le matchmaking, c'est l'algorithme de recherche qui est codé dans le jeu qui permet de trouver une équipe de la puissance d'une autre équipe et de les faire s'affronter. Donc le matchmaking prend en compte le nombre de joueurs qui sont dans l'alliance. Donc quand vous décochez la guerre, vous êtes toujours dans l'alliance, mais par contre, vous n'êtes pas comptabilisé dans le matchmaking. Donc la guerre aura lieu sans vous. Donc par exemple, si c'est une équipe de 30 que vous êtes, qui a 2 personnes qui se décochent, bah, ce sera du 28 contre 28. Donc c'est mieux de faire du 28 contre 28 que de faire du 30 contre 28. C'est assez facile à comprendre. Ce qu'il faut avoir conscience quand vous êtes un membre d'une alliance, c'est que... Alors je dis ça hein, pour ceux qui veulent être compétitifs un peu en guerre et qui veulent s'amuser en guerre. Si dans votre alliance vous avez assumé le fait que bon, des fois on la joue, des fois on la joue pas, on s'en fout, les gens font ce qu'ils veulent, machin, il n'y a pas de souci, hein, je dis pas je dis pas que c'est forcément que c'est important de fixer ce genre de règles si vous êtes en mode YOLO, vous participez pas vraiment soit aux guerres, soit aux titans, etc. Et j'ai pas de problème avec ça en fait. Il y a des gens qui veulent pas forcément jouer tous les jours au jeu, etc. Et, euh, et c'est un mode de fonctionnement qui peut très bien marcher. Après, si vous voulez vraiment être compétitif en guerre, qu'il y a des gens qui sont dans l'Alliance qui sont vraiment investis sur les guerres, ça me semble important de mettre les choses au clair. Soit tout le monde fait la guerre, soit ceux qui veulent pas la faire se décochent, au moins ceux qui veulent la faire le font, soit, enfin voilà, qu'il n'y ait pas qu'il y ait pas de demi-mesure et surtout que ça ne crée pas des conflits en mode bah toi t'as pas encore fait tes guerres, ouais mais j'étais avec mes gosses, bah tu décoches ta guerre si t'es avec tes gosses, tu vois, enfin, c'est faut essayer de vaincre ce genre de petites potentielles toxicités avant qu'elles arrivent en fait, en fixant des règles. Euh, Ensuite, le cinquième tip que j'ai à vous faire, c'est simplement de faire confiance aux autres. J'ai vu dans certaines alliances des stratégies de guerre, d'attaque, qui étaient assez dirigistes. C'est-à-dire que on dit, ben toi t'attaques lui, toi t'attaques lui, toi t'attaques lui, machin. Non, essayez de faire confiance. Enfin, surtout que là, je parle principalement aux gérants des alliances, hein, aux dirigeants, aux co-dirigeants. Essayez de faire un peu confiance aux gens. Euh, alors, se donner des conseils, enfin, c'est très bien, hein. De dire, ah bah, par exemple, quelqu'un dit, bon, moi
il me reste un 3-2 à telle puissance, j'ai tel héros, machin, est-ce que vous pensez que je peux attaquer un tel? Oui, voilà, on va se donner des conseils. Surtout quand on est dans une alliance assez hétérogène où il y a des faibles et des hauts niveaux. Les hauts niveaux peuvent aider les faibles à jauger un petit peu leur puissance. Mais, euh, mais par contre, pour moi, c'est une erreur de vouloir forcément diriger les gens, de vouloir faire en sorte que les gens attaquent telle ou telle cible. Ça peut être un gros vecteur de frustration. Voilà. Ok. Sixième tips, c'est de fixer une autre règle simple. C'est un peu dans le même genre que celle sur on se coche, on se décoche, hein, mais c'est à partir du moment où on participe à la guerre, on fait 6 frappes. Et là-dessus, je pense que j'ai déjà insisté dans certaines vidéos, mais peut-être pas assez. Ne, comment dire, ne sous-estimez pas, je parle surtout pour les faibles niveaux, ne sous-estimez pas les 2 étoiles. C'est-à-dire que je vous demande pas de monter des teams de 2 étoiles. Par contre, si par exemple vous avez que 3 teams d'attaque, faites tourner vos camps d'entraînement avant la guerre. Vous faites une petite armée de 2 étoiles pour faire vos 3 autres teams et vous attaquez en monochrome avec des 2 étoiles non maxées. Et vous verrez que vous pouvez faire quelques dégâts. Alors, ça va être du 3 points, 4 points, 7 points. Si vous avez un beau puzzle, ça peut aller jusqu'à 10, 11 points, 12 points. Ça m'est même arrivé il me semble que ça m'est déjà arrivé ouais, de buter en 5 étoiles avec des 2 étoiles non maxées, en monochrome. Donc ça peut faire quand même quelque chose, ça peut faire la différence. J'ai vraiment, enfin là ça fait plus de 2 ans que je joue. Non, pas encore plus de 2 ans, mais pas loin. Je peux vous assurer que des guerres qui se jouent à un point près, il y en a eu beaucoup. Donc voilà, pour moi la règle elle est simple, c'est à partir du moment où la guerre est cochée, les six frappes elles doivent être faites. Et ensuite on arrive au dernier tips. Le dernier tip c'est plus un facteur psychologique des fois qu'on a tendance à s'infliger. Alors j'ai déjà vu des équipes qui fonctionnent pas comme ça, mais la plupart des teams dans lesquels j'ai été fonctionnaient sur ce principe. Le principe il est simple, à partir du moment où on a attaqué quelqu'un, on ne retourne pas dessus. Euh, alors, j'ai pas mal réfléchi ces derniers temps parce que justement on a croisé la team là, que je vous ai montré là, qui avait leur tank violet et leur flanc violet, etc. Euh, Eux, en fait, ils avaient l'air d'avoir la règle inverse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ouvraient quelqu'un, c'était à eux de le fermer. Parce que dans les teams à haut niveau, et c'est le cas chez nous, on peut avoir. Enfin, finalement, le problème, c'est pas forcément de faire les ouvertures, le problème, c'est de faire les fermetures. C'est que souvent, on a tous des decks qui sont assez bons, et on est tenté de vouloir tenter les 6 one-shot, et de vouloir faire 6 one-shot. Et même si on rate une des frappes, on n'a pas envie de gâcher une frappe qui pourrait faire un autre one-shot. Donc le problème, c'est que des fois, il y a des fermetures à faire. Il faut quand même qu'il y ait des gens qui se sacrifient, enfin, entre guillemets, qui se sacrifient, une team assez forte pour faire les fermetures. Moi, ça m'arrive assez souvent et je le fais vraiment avec plaisir. C'est-à-dire que c'est pas, il faut que ce soit fait. Donc voilà, si vous êtes dans ce cas-là, vraiment, n'hésitez pas à le faire de temps en temps. Le mieux, c'est quand c'est partagé, hein. Nous dans l'équipe, c'est quelque chose qui est fait par beaucoup, donc il n'y a pas de problème. Euh, Après, moi, je trouve que la stratégie qu'avaient nos adversaires d'ouvrir, enfin de fermer, là par exemple, regardez, Nebulus, il a attaqué Pew et il a fini Pew. Donc, moi, je trouve que ça peut être un peu glissant. Alors, pour deux raisons principales. La première, c'est psychologique. Vous venez d'attaquer quelqu'un, vous allez envoyer une équipe plus faible pour le rattaquer. Si vous avez 2 fois pas de puzzle d'affilée, ça peut être vraiment très frustrant. Et ça peut, du coup, non seulement influer cette frappe-là qui va être naze, mais aussi les autres qui vont suivre. Et le deuxième facteur, c'est que moi, par exemple, si je décide d'attaquer lui, ou alors, attendez, on va. Imaginez, il me reste deux attaques. Il me reste un mono bleu
et un mono violet. Je décide d'attaquer lui, je mets mon mono bleu. J'ai un puzzle de merde, je rate complètement ma frappe. Qu'est-ce qui me reste? Un mono violet. Imaginons que j'ai fait 100 de dégâts sur Ursena. Est-ce que c'est productif de renvoyer mon mono violet, qui est la seule équipe qui me reste, sur lui, sachant que bah non, clairement, mono violet contre Ursena, alors je dirais pas que c'est difficile, ça peut passer, hein, et ça m'est déjà arrivé d'envoyer des monos violets sur Ursena, mais c'est pas forcément optimal. J'aurais peut-être, si j'avais eu plus de teams, ou alors tout simplement quelqu'un d'autre dans la team a sûrement une équipe plus adaptée pour attaquer ça. Donc voilà, je trouve que c'est pas une bonne chose, c'est pas productif de retourner deux fois sur le même adversaire. Donc voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. C'était les 7 principaux tips hein, que j'avais à vous communiquer. N'hésitez pas à me faire des commentaires sur ça, ça peut être... j'ai peut-être oublié des choses, hein. Là je pars vraiment d'un point de vue gestion au niveau de la team, hein. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur cette petite vidéo. On se retrouve très bientôt, donc j'ai encore plein de sujets à aborder, donc on va essayer de faire des vidéos assez régulièrement maintenant que j'ai retrouvé une connexion internet. Et, euh, et voilà. Allez, bisous, ciao.